Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselmann. Nous payons moins d'impôts, et oui, vous ne le réalisez sans doute pas, mais c'est pourtant ce que le président Emmanuel Macron maintient, affirmant avoir allégé de 52,4 milliards les impôts en général. C'est en tout cas difficile à percevoir, d'autant que l'année 2022 marque un nouveau record, celui du taux de prélèvement obligatoire, passant de 44,9% à 45,4% du PIB. Pour en parler, je suis avec Olivier Berthaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes fiscaliste à Contribuables Associés. Alors, de quoi parle le président quand il affirme avoir allégé de 50 milliards la contribution des Français aux impôts ? Il parle juste en fait des impôts dus par les ménages payés en direct. Effectivement, avec la suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale, on a l'impression que ça a fait un appel d'air en faveur de la fiscalité des ménages. Mais en fait, on joue avec les chiffres, parce que comme le rappelle justement celui sur les prélèvements obligatoires, en France, il y a quand même une particularité, et c'est pour cela qu'on est champion du monde des prélèvements obligatoires, c'est qu'en France, les prélèvements obligatoires sont insupportables, plus en termes de cotisation sociale, de charges sociales, qu'en termes d'impôts, en fait. Et une fois que, en fait, il y a une espèce de vase communicant, c'est-à-dire qu'éventuellement, parfois, on baisse l'impôt, mais à côté de ça, on se rend compte que les cotisations sociales, elles, augmentent. Et au final, il y a de plus en plus de prélèvements obligatoires, de pression fiscale, d'une manière générale. Alors, par exemple, la taxe d'habitation a été retirée, mais le gouvernement a annoncé qu'il reverserait aux mairies en dotation ce manque à gagner. Donc, en fait, il y a toujours quelqu'un qui paye à la fin, après avoir enlevé cette taxe d'habitation. C'est effectivement, en fait, la suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale est quand même assez sournoise, je dirais, voire parfois... On est content au début, forcément, tous les ménages payent moins d'impôts à la fin de l'année, on est content. Sauf que, comme vous dites, cet argent, il faut bien que les collectivités locales en bénéficient. Donc, ça se transforme en impôt d'État, au départ en subvention de l'État vers les collectivités locales, qui elles-mêmes perdent en indépendance, ce qui déjà est une mauvaise chose. En plus, maintenant, les collectivités locales ne peuvent jouer que sur la taxe foncière. Et on se retrouve avec, finalement, la moitié des habitants d'une commune qui ne payent pas d'impôts dans cette commune, c'est-à-dire ceux qui sont uniquement locataires. Les propriétaires, eux, vont continuer à payer la taxe foncière. Ils ne payent pas d'impôts, donc c'est fait qu'ils ne se rendent même pas compte de comment sa collectivité dépense son argent. Donc ils sont déresponsabilisés, je pense que c'est une mauvaise chose. Ensuite, deuxièmement, on se rend compte que comme les collectivités locales ont quand même besoin d'une certaine manne financière et surtout d'une certaine indépendance fiscale, on voit cette année avec la taxe foncière qui explose, petit à petit, ce qu'ils perdent en taxe, ce qui est gagné en taxe d'habitation est perdu par les ménages pour les autres taxes, donc taxe d'habitation sur les résidences secondaires, taxes foncières et une multitude de petites taxes d'impôts locaux qui se retrouvent sur aux avis d'imposition. Alors, pourquoi ces maires font monter la taxe foncière ? Alors, on pourra reparler du cas peut-être un peu exceptionnel de la ville de Paris, mais pourquoi ils ont fait monter la taxe foncière alors que l'État est censé redistribuer la taxe d'habitation ? Attention, la taxe foncière augmente, mais elle augmente là de 7,1%, non pas à cause des élus locaux, mais à cause de la nouvelle loi depuis 2018 qui fait que maintenant elle est indexée sur un indice européen qui n'a rien à voir avec l'immobilier, rien à voir avec la fiscalité locale et surtout ou française. Mais donc l'assiette augmente de 7,1%, donc l'impôt augmente de 7,1%. À côté de ça, il y a à peu près 18 à 20% des communes qui ont aussi augmenté le taux, parce que le taux dépend cette fois-ci du choix des collectivités locales. Donc qui ont décidé d'augmenter. Mais il y a énormément d'augmentation qui est mécanique et voulue par le gouvernement et quelque part les parlementaires qui avant décidaient de l'assiette et qui maintenant ne décident plus. Eux aussi se sont un petit peu défaussés en disant écoutez, oui, ça augmente, mais c'est pas de notre faute, c'est un indice qui augmente. La taxe foncière, quel est cet indice européen et est-ce que cette augmentation met en difficulté des propriétaires ? Premièrement, ça va mettre en difficulté des propriétaires qui, entre la taxe foncière, l'impôt sur la fortune immobilière, etc., les nouvelles normes en termes d'énergie, d'environnement, etc., font que être propriétaire, ce n'est vraiment plus une sinécure aujourd'hui. Et
ça met en difficulté les propriétaires, mais quelque part les locataires aussi, les autres, parce que forcément, quand vous êtes locataire, vous payez un loyer, un propriétaire qui lui paye la taxe foncière, et c'est mécanique, c'est commercial, c'est économique. Un propriétaire, il va répercuter ses charges. Donc à un moment ou à un autre, ça va se retrouver dans le loyer. Sans compter par exemple la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui est un moyen d'augmenter les impôts locaux sans le dire. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères est à la charge du locataire, c'est que le propriétaire a le droit de l'imputer à son locataire. On pensait qu'Emmanuel Macron avait un peu saisi l'enjeu, et c'est pour ça que beaucoup de gens ont voté pour lui, l'enjeu de l'imposition, de la fiscalité très lourde qui pèse sur les Français. Il n'en est rien. Ça a baissé pendant 2 années consécutives, puis là, on remonte encore. Le problème, c'est qu'avant de s'attaquer à la fiscalité, il faut s'attaquer à la dépense. S'il y a énormément de recettes d'impôts et donc de recettes fiscales, c'est parce qu'il y a encore plus de dépenses. Et comme en plus, il y a encore plus de dépenses, donc la dette s'accroît. Donc c'est un cercle vicieux. Il faut en plus augmenter les impôts, ne serait-ce que tout simplement pour payer la dette. En fait, pour nous, contribuables, on estime qu'avant de s'attaquer à l'impôt, qui est très élevé, certes, il faut, pendant quelques années, s'attaquer véritablement à la dépense. Et une fois que la dépense publique aura commencé à baisser, on pourra sérieusement penser à baisser les impôts. Mais là, pour l'instant, de toute manière, avec le niveau de dépenses que l'on a, c'est impossible. Alors la France ne rembourse pas sa dette, elle s'accumule, oui. Mais elle rembourse les intérêts de cette dette, ce qui alourdit aussi la fiscalité. Quelle est la part aujourd'hui des intérêts de la dette dans le budget de l'État chaque année ? Je n'en sais rien, sincèrement, je ne peux pas vous dire. Je sais que c'est énorme. En gros, tout l'impôt sur le revenu part au moins dans le remboursement des intérêts de la dette. Et le problème surtout, c'est que les taux d'intérêt repartent à la hausse. Et auparavant, l'État pouvait se dire l'argent est gratuit, ce n'est pas grave. Même s'il n'est quand même pas gratuit parce qu'il y a le nominal qu'il faut bien rembourser un jour. Mais en plus, maintenant, les taux d'intérêt augmentent. Donc, il va y avoir un effet ciseau entre des taux d'intérêt qui augmentent et une dette toujours plus forte qui ferait que la France va un jour ou l'autre se retrouver, d'ailleurs les autres États occidentaux aussi, va se retrouver face à un mur de la dette. Alors de quand date cette augmentation inexorable des impôts et depuis quand l'État est à ce point-là endetté, du moins vote des budgets qui ne sont pas à l'équilibre? Ça fait depuis 1974, c'est-à-dire en fait le premier choc pétrolier, on peut dire quasiment la fin des 30 Glorieuses, un premier budget en déficit. Et depuis lors, on y a pris goût, si je puis dire. Et maintenant, ça fait 50 ans que l'on vote tous les ans des budgets en déséquilibre, en déficit. Pensez bien qu'un ménage, une famille, un foyer ne pourrait pas vivre 50 ans comme ça à crédit et tous les ans dépenser plus qu'il ne gagne. L'État y arrive plus longtemps parce que forcément il y a un effet d'amortisseur, une inertie, mais il y a un moment ou un autre où il va falloir rembourser, quoi. Et, la grande question, c'est aussi pourquoi autant d'impôts, de plus en plus d'impôts pour des services publics qui étaient censés être digitalisés, rationalisés, avec des contractuels, donc peut-être moins chers, mais on voit tout s'effondrer autour de nous au niveau on voit une baisse claire de la qualité des services publics, mais un impôt qui grossit. Qu'est-ce qui ne marche pas ? C'est effectivement la constatation la plus grave, c'est qu'on paye de plus en plus d'impôts, de cotisations sociales pour finalement de moins en moins de prestations et de prestations de qualité. On a envie de dire, si on avait des belles routes, des beaux trottoirs, une belle justice qui fonctionne rapidement, une armée, une police, une éducation nationale opérante, on dit l'impôt, on sait à quoi il sert. Le problème, effectivement, c'est que on voit nos impôts, mais on sait finalement pas à quoi ils servent. Et sans doute aussi parce qu'on a un État de plus en plus providence qui veut intervenir partout et forcément ça coûte. Et c'est pour ça que je disais, c'est les cotisations sociales qui coûtent finalement le plus cher parce qu'on veut redistribuer. C'est un peu, je pense que notre problème, il est avant tout idéologique. Un impôt, il est là normalement pour payer les services publics. Or, nous, il sert aussi à redistribuer, voire à punir, à sanctionner en termes d'environnement, en termes d'écologie, etc. Donc, ce qui fait qu'il y a toujours plus de dépenses. Quels sont les secteurs de l'État que vous pointez à contribuables associés notamment qui sont est-ce que vous avez des exemples de secteurs les plus gourmands d'argent public où ce n'est pas rationnel, où objectivement il n'y a pas d'efficience
Tout le monde le sait, c'est l'éducation nationale en tête de liste. C'est le jour de la rentrée, d'ailleurs. Voilà, c'est le jour de la rentrée, c'est l'éducation nationale. Il y a plein de profs qui essayent de bien faire leur travail, mais qui sont soumis à une pression dingue. On veut à tout prix que tous les élèves obtiennent des diplômes, le baccalauréat, des licences, etc. Ce qui fait qu'il y a un amoncellement d'élèves. Il faudrait tout réorganiser et de manière moins idéologique et plus pragmatique. C'est vrai qu'il y a énormément de fonctionnaires à l'éducation nationale qui ne sont pas des enseignants. Donc parfois il y en a qui sont très bien, hein, mais parfois il y en a, on peut se demander à quoi ça sert. C'est vrai qu'on se dit que là il y a sans doute là dans le logement, sans doute en plus maintenant, comme on dit, il y a moins de fonctionnaires d'État, mais finalement on transvase vers les fonctionnaires locaux. Donc on a une fonction publique un peu pléthorique. Est-ce que vous auriez des conseils pour cette rentrée, des bonnes résolutions pour les contribuables? Comment ils peuvent, sans inciter à quelconque fraude ou quoi, mais pour savoir les bons tuyaux pour parfois des choses qu'on ne sait pas forcément pour aller récupérer un peu d'impôts à la fin après sa déclaration? Déjà, sachant qu'il y a déjà un Français sur deux qui ne paye pas l'impôt sur le revenu. Alors, il y a ceux, effectivement, parce qu'ils n'ont pas les moyens, ceux parce qu'ils défiscalisent. Donc, déjà, on n'est plus qu'à un Français sur deux uniquement qui paye l'impôt. Après, il y a tout un système de niche fiscale. Après, il faut bien creuser à droite. Il y en a qui oublient les réductions d'impôts pour les frais de scolarité. Après, en fait, on a aussi la possibilité quand même de déduire de son impôt tous les dons qu'on peut faire aux associations à 66 ou 75%. Je me dis après, en fait, c'est un choix. Est-ce que vous préférez donner à votre association préférée ou est-ce que vous préférez donner à l'État? À vous de choisir, quoi. Merci beaucoup Olivier Berthaud d'avoir été avec nous pour discuter de cette hausse de l'impôt. Je rappelle que vous êtes fiscaliste à Contribuables Associés. Merci beaucoup. Merci.